Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 21 juillet 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour passer en revue l'actualité dans lequel on a, ça y est, la loi, en tout cas le projet de loi US qui est tombé, donc on va passer en revue ensemble. Je vais vous donner un lien pour pouvoir l'analyser, j'ai analysé une partie déjà, mais pas la totalité, et je pense que je vous ferai une autre vidéo supplémentaire par rapport à ça, dans lequel il y a quand même pas mal de choses qui sont pas forcément très positives, et on va voir ça ensemble. Ensuite, on ira faire un petit tour sur la partie graphique dans lequel on a des choses assez sympas par contre, hein, bien évidemment, ce qu'on avait statué hier est en train de se dérouler, on a eu une très belle entrée qui s'est positionnée en short, que ce soit sur l'euro-dollar ou même le BTC, dans lequel on a quelques petits setups qui sont en train de se statuer. On va se projeter sur ce week-end, parce que ce week-end ça va être un petit peu particulier, je pense que ça va être différent de ce qu'on est en train de voir sur cette fin de semaine, et ensuite on ira préparer la semaine prochaine comme d'habitude, et ça commence tout de suite. Alors on commence tout de suite avec cette nouvelle de Goku dans lequel on a pas mal d'informations sur le nouveau projet de loi donc qui est en train d'arriver, qui va réglementer la finance décentralisée plus ou moins comme une banque traditionnelle, ça on en a discuté un petit peu hier, mais on va un petit peu plus loin dans la réglementation et ce qui a été proposé au niveau de la loi. Alors, pour faire assez rapide, hein, bien comprendre, le document fait 200 pages, il y a le lien qui se trouve ici si ça vous intéresse, je posterai le lien Twitter le lien The Block sur mon Twitter directement, et ça reprend en fait les différents éléments. Moi, le point vraiment important, ça va être les requirements, donc les obligations pour ceux qui vont émettre un token. Et là, ça commence à être un petit peu plus chaud que d'habitude, hein, voire même très chaud, et c'est là où on se pose la question de la volonté de réglementer quelque chose qui est différent du reste, parce que ce qu'ils sont en train d'appliquer est à peu près identique que le reste. Donc quel intérêt de faire une loi pour faire la même chose que ce qui existe déjà? Bon, bref, pour résumer ce qui se passe, c'est que ils vont demander à ce que ceux qui sont en train d'émettre le token vont limiter le fait que quelqu'un puisse acheter plus de 5% de ses revenus annuels, c'est-à-dire vous gagnez par exemple 50 000 € à l'année, vous ne pourrez pas acheter plus de 5% de ces 50 000 € en crypto sur une crypto. Donc là-dessus déjà, c'est excessivement limitant. Deuxième chose, c'est qu'il limite à ce que personne ne doit pouvoir posséder, exactement ça, c'est personne ne peut acheter plus de 10% de la max supply du token. Et ça veut dire, c'est pour éviter d'avoir des personnes qui ont vendu en pré-sale 20-30% et qui puissent dump après derrière. Donc je comprends le concept, mais j'ai du mal à voir comment ça va être mis en place structurellement. Ça va être très compliqué, surtout que derrière, encore ça on peut le faire en smart contract, pourquoi pas, mais ce qui va être, la partie de revenu annuel, non, hein, bien évidemment, mais la limitation de 10%, pourquoi pas, le revenu annuel, ça va être vraiment très très compliqué, et l'autre point qui va être très important, c'est que la personne qui est, justement, émettrice, doit être une organisation, aux USA, ne doit pas avoir eu affaire à la SEC dans les 5 dernières années, et ce sera sous couvert de la SEC. Alors, c'est relativement compliqué dans le sens où on était plus parti dans une optique où on disait qu'on allait avoir une loi dans laquelle on allait avoir la mise en place de la gestion de la décentralisation, comment on gère une entité qui est centralisée au début pour être décentralisée, et comment on le définit, est-ce que c'est une securities ou non. Là, clairement, les lois qui sont en train d'être statuées ne correspondent pas du tout à ce qui avait été défini en amont dans les réflexions, et sont très très tournées vers une bancarisation de quelque chose qui n'est pas censé l'être. Et là-dessus, ça me gêne un petit peu, parce qu'on se retrouve dans quelque chose qui est très tourné vers ce qu'on connaît déjà, et ce n'est pas vraiment une réglementation, en tout cas une régulation structurelle de des crypto-assets, parce qu'on se retrouve dans quelque chose où on est en train de créer une case dans laquelle ça ressemble grandement à banque. Voilà. À voir comment ça va se dérouler, dans tous les cas les discussions vont être ouvertes, et je pense qu'on risque d'avoir quand même pas mal de débats. On continue avec Ovaly, on a toujours les NFT qui sont disponibles sur Binance, hein, je vous le rappelle, dans lequel vous avez aussi la marketplace de Ovaly, vous avez absolument les deux si vous souhaitez vous intéresser, à savoir que on va avoir bientôt le championnat du monde de rugby. Donc sur cette fin d'année, on va parler forcément rugby. À savoir que Ovaly, pour vous rappeler que c'est un Sorare, mais du rugby dans lequel il possède quasiment
toutes les licences, donc ça veut dire qu'il y aura certainement aucun concurrent par rapport à ça sur le rugby, et c'est 2 jeux. C'est un jeu gratuit Web 2 qui sera lancé à peu près en même temps que la Coupe du Monde du rugby, et c'est un jeu Web 3, la façon so rare, dans lequel les cartes des utilisateurs, enfin des joueurs vont évoluer en fonction de leurs résultats directement dans les différents matchs, et c'est déjà actif sur un marketplace, et le jeu arrivera normalement dans les semaines qui arrivent, donc on devrait voir toute la partie gaming qui va arriver. Donc c'est un petit so rare qui est en train de se mettre en place, et qui est en train de dominer le rugby. C'est toujours intéressant de suivre. Surtout que je vous ai fait une vidéo sur le airdrop qui risque d'arriver en même temps que la Coupe du Monde de rugby. Si vous voulez être préparé pour pouvoir récupérer le airdrop, je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite. Et en parlant de Binance, on parle de Radiant Capital. Binance a lâché l'annonce 10 millions de levées pour Radiant Capital. Radiant Capital, je vous en parle depuis relativement longtemps, à partir du moment où il s'est lancé, dans lequel c'est un produit de liquidité interchain qui permet de pouvoir déposer sur une chaîne et de pouvoir emprunter sur l'autre avec ce qu'on a déposé sur le chaîne. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, qui rentre dans la notion de l'interopérabilité forte que l'on souhaite avoir. C'est pas le seul à faire ça maintenant, on a d'autres solutions, mais le fait de voir la relation entre Binance et Radiant, et le fait de voir des injections de fonds entre les deux, veut dire que certainement on aura une grosse accélération à un moment donné, au niveau des financements qui ont été récupérés, donc c'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer peut-être un nouveau produit, et je pense qu'on aura un effet d'annonce qui sera relativement fort, donc ça va être à surveiller. Ensuite, on a une carte qui est relativement verte, quand on regarde les différentes cryptos, mais c'est pas le cas de BTC, on ira le voir ensemble. Là-dessus, on a vraiment une dichotomie entre le total market et le BTC, dans lequel on a certaines cryptos qui sont en train de pousser hier, notamment, dans les dernières 24 heures, et un BTC qui a essayé de casser, enfin, qui a même cassé à plusieurs reprises, les 30 000 $, et qui est en train, justement, de s'enfoncer légèrement. Alors, juste avant ça, on va faire un petit point macro dans lequel on a, en fait, pas mal de choses qui sont passées sur macro, dans lequel on n'a rien de prévu aujourd'hui. On a FedNow qui s'est lancé hier, et on a les chiffres de logements existants qui sont un petit peu en baisse, mais qui sont relativement solides. Je voulais juste terminer avant d'avancer un petit peu plus dans la macro et dans l'analyse technique, c'est que on a quand même une grosse nouvelle, dans laquelle on a la première société en France qui a l'agrément PSAN, et c'est Forge, donc qui est une société filiale de Société Générale. Donc l'agrément PSAN, il y en avait personne. L'enregistrement PSAN, on en a quand même un paquet, et l'agrément pas du tout, et à savoir que c'est quelque chose qui est lié à la Société Générale, donc lié à de la finance traditionnelle, lié à une grosse banque, donc, qui n'est pas la banque la plus exempte de tout reproche, mais néanmoins on a un projet qui a l'agrément PSAN et qui est lié à la finance traditionnelle, et c'est exactement ce qui se définit au niveau de cette société, et c'est quelque chose qui a pour but d'être compliant par design, seamless integration, et qui propose des produits structurés, donc en l'occurrence des produits structurés, à base de crypto, et sur Ethereum, et Tezos principalement, et je pense qu'il y en a d'autres. Il y a eu quelques nouvelles d'ailleurs que j'étais passé. Alors hop, c'était ici dans lequel en janvier 2023 on avait un prêt qui avait été effectué, donc on a quelqu'un qui essaie d'interagir non pas uniquement sur les cryptos, mais aussi sur la finance décentralisée, à voir comment ça va se dérouler, quels vont être les produits structurés qu'ils vont proposer à travers ça. Est-ce que ça va être des produits purement institutionnels, ou est-ce que ça va être ouvert au grand public? En tout cas, c'est un premier pas, suffisamment grand pour le noter. Alors sur le macro, on a un Nasdaq qui est en train de décrocher, on voit qu'on a fait une journée qui a été relativement dans le rouge, où on est en train de retester, alors c'est pas encore fini, mais je pense qu'on va retester ici la partie supérieure des 15 300, donc pour pouvoir faire un retest, là il va falloir surveiller, est-ce qu'on a vraiment une cassure? Si on a une cassure ici des niveaux structurels des 14 600, là ça veut dire qu'on va s'enfoncer, et on va aller retester beaucoup plus bas, pour avoir une respiration qui va être relativement forte, donc il va falloir surveiller ici cette cassure, d'accord? Si on a une inversion de structure ici, à ce moment-là, on pourra dire qu'on aura potentiellement un retest par la suite, pour faire un retracement qui risque d'être relativement fort. En tout cas, ici, ce retracement-là nous impacte, parce que sur le BTC, on s'est enfoncé, et même si on a un DXY qui est en train de remonter, on a eu une cassure quand même relativement forte du DXY, on n'a quasiment pas bougé au niveau du BTC, on a une accélération du DXY, on a un Nasdaq qui casse, qu'est-ce qui se passe sur le BTC? Bon bah sur le BTC, on s'enfonce un petit peu plus, hein, quand on va regarder, hop, ici, on voit qu'on a eu la cassure structurelle là en 1 heure. Ce qui est intéressant de voir, c'est que au niveau du setup, on s'était dit que si on allait chercher les liquidités supérieures, moi personnellement j'allais faire un short, en l'occurrence c'est ce que j'ai fait, je suis rentré sur le short, j'ai pris partiellement et je suis en BE actuellement pour potentiellement une continuité baissière. Si on se repositionne sur les liquidités d'hier, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là ça c'est les cartes de liquidité d'hier, attention ne vous faites pas avoir, hein, j'ai la carte de liquidité d'aujourd'hui qu'on va regarder tout à l'heure, et
on voit qu'on est allé taper quasiment la moitié des clusters de liquidité qui étaient au-dessus, donc on a bien fait une récupération de liquidité qui est plus ou moins classique, et donc là on a un setup pour potentiellement une continuité baissière. On voit qu'on est en train de faire des lots de plus en plus bas, on est allé chercher les liquidités sans casser le top, donc pour moi on est plus dans une phase de retest de structuration pour avoir une continuité baissière. Dans tous les cas, personnellement je suis ABE, donc j'ai aucun risque dessus. D'ailleurs, en parlant de setup, on voit bien aussi que l'euro US dollar, on est bien sur un setup baissier, exactement ce que je vous ai donné. Pareil, je suis rentré ici en short, hein, comme je l'avais annoncé, donc on est toujours en continuité de position. Donc pour moi, structurellement, on est dans quelque chose qui est classique. Si on prend un petit peu de recul justement au niveau du BTC pour vous redonner un petit peu de respiration, oui, on est toujours dans ce range, on est dans la partie basse du range, on est en train de tenir, on n'a pas encore cassé réellement, ça peut aller très vite aujourd'hui, et en tout cas, il faut que ça aille très vite aujourd'hui, parce que ce week-end, on va se retrouver dans quelque chose qui va être relativement flat, comme ça, d'accord? Donc il faut qu'on ait un mouvement baissier relativement fort d'un coup aujourd'hui, sinon ce sera début de semaine prochaine, parce que semaine prochaine ça va être très chargé, hein. On a beaucoup de nouvelles macros, donc il va falloir voir comment on est capable de tenir, et si on a un Nasdaq qui continue à s'enfoncer, il est fort probable qu'on aille retester ici cette OB de retest, qu'on a en tête déjà depuis un certain nombre de quotidiennes, avec une volonté d'aller chercher un petit peu plus haut par la suite, d'accord? Cassure, on regarde, est-ce qu'on est capable de faire une petite cassure réintégration, retest et accélération? Là on aura un setup qui sera vraiment parfait, d'accord? Donc petite accumulation, accélération avec le breakout, retest de la partie de breakout, et ensuite on accélère, là on a une belle entrée, hop, on rentre, et on suit en fait le mouvement haussier. Par contre, si on a des grosses bougies bien rouges et qui enfoncent la liquidité très fort, bon bah là ça sert à rien d'essayer d'attendre, hein, donc là on prendra rien, et on ira attendre, voir les grosses zones d'action dans lesquelles on ira potentiellement chercher les 26 500. Justement, si on prend ce recul ici, on voit quoi? On voit aussi que cette zone de liquidité correspond aux 26 500, d'accord? Qui correspond à quoi? Ben, en weekly à l'IMA 50, donc une grosse zone de support, que l'on connaît déjà depuis un certain temps, qui est la zone avant les 25 200, qui est la zone de rupture de la R, donc pour moi c'est vraiment une zone dans laquelle on risque d'avoir une réaction relativement forte. À savoir que, côté order flow, on voit quoi? On voit que on est toujours dans une prise de position plutôt négative au niveau des positions, des structurations des positions long short sur les top traders, d'accord? On est plutôt dans quelque chose qui est baissier, dans lequel on a une cassure qui continue à se faire, hein, au niveau des positions, donc ça veut dire qu'on est en train d'avancer dans la cassure baissière, malgré qu'on ait une structuration qui, somme toute, quand on regarde en fait les différents niveaux, on regarde le niveau du 14 juillet, on est à peu près à ce niveau de prix, d'accord? Donc ça veut dire que en 6 jours, on n'a pas bougé du tout en termes de volatilité. Oui, on a de la volatilité intraday, mais dans la semaine, on n'a quasiment pas de volatilité. Et pourtant, quand on regarde les niveaux à ce moment-là, on avait un niveau de 57% de position, et on se retrouve à 54. Donc ça veut dire qu'il y a bien du hedging qui est en train de se faire, et on a un renforcement du hedging. Et c'est quelque chose qui se voit aussi dans les liquidités, ici. Donc ça c'est liquidité mise à jour, on voit qu'on a le reste de liquidité qui est présent ici, et on a un renforcement court terme des liquidités qui s'effectuent ici. Donc il va falloir juste faire attention, est-ce qu'on ferait pas un retest un peu plus agressif, pour moi, pour aller chercher, hop, ici l'entrée à 30 100, donc si on retourne sur le cours ici, et qu'on agrandit, ce serait aller chercher une partie, hop, pardon, d'imbalance qui se trouverait là, dans lequel on irait chercher cette partie-là, retest, et ensuite cassure baissière. Donc là, je vais surveiller vraiment ce qui va se passer, pour voir est-ce que je renforce ma position pour un accompagnement, ou est-ce que je cut ma position parce que j'ai un risque d'aller chercher plus haut, et aller chercher les liquidités qui restent, pour aller chercher un retest des 30 800, voire potentiellement un petit peu plus haut, un 31 000, dans lequel on pourrait avoir un retest qui serait d'ailleurs, somme toute, relativement classique, hein, qui est pour moi la deuxième zone de retest que j'ai noté ici, avec la deuxième zone de liquidité, 31 200, dans lequel on pourrait avoir un retour du cours. En tout cas, là actuellement, on sort du setup classique de ranging, parce que pour moi, on est plutôt dans une phase où on est en train de retester les parties baissières, alors que on a ici un RSI qui arrive pas, en fait, qui passe très vite en surachat, donc on n'arrive pas à créer du momentum suffisamment aussi pour repartir à la hausse. Donc on n'a pas quelque chose qui est relativement bullish, surtout qu'on a un Nasdaq qui est en train de s'enfoncer, donc ça veut dire que théoriquement, on devrait avoir une forme de corrélation qui revient sur la baisse, hein, classique, hein, pas de corrélation à la hausse, mais corrélation à la baisse assez forte, hein, donc pour moi, on aurait plus cette tendance baissière, c'est quelque chose que je vais chercher, à savoir que je suis déjà en position, je vais plus chercher une notion de renforcement de position, plutôt que d'aller chercher le top du range. Donc si on cherche le top du range, ok, c'est pas grave, à ce moment-là, je rechercherai une entrée sur la partie haute, je ne serai plus en longue sur cette structure ici, en tout cas sur mes positions court terme. Ensuite, petit point rapide au niveau de la dominance BTC, pour expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau de la crypto map, comme je vous ai montré, dans lequel on a quand même du total market cap, donc c'est-à-dire
des altcoins qui sont en train de pousser, et on a un BTC qui est en train de casser, c'est pour ça qu'on a une dominance qui est en train de retester les 50%, et qui est en train de s'enfoncer en dessous des 50%, je pense qu'on va aller très vite retester les 48,93, voire les 49%, donc ça veut dire une survalorisation légère des altcoins par rapport au BTC, donc ça veut dire qu'on s'enfoncera peut-être moins vite, ou qu'il y a certains altcoins qui pousseront à ce moment-là, ça va être à surveiller, il y aura peut-être des opportunités, et c'est ce qu'on va chercher notamment ce week-end, et ça va être le but des vidéos de ce week-end. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, et de me dire d'ailleurs, est-ce que vous êtes en position ou pas, par rapport aux informations que j'ai données la quotidienne d'hier, et n'oubliez pas que nous allons avoir une vidéo à 13h30, update comme d'habitude, dans lequel on va repasser sur Casper, la crypto de Casper, et si ce type de format vous plaît, vous avez la vidéo d'hier de NIR Protocol, la crypto, NIR, tout simplement, et je vous mets le lien ici. On se retrouve à 13h30 pour une nouvelle vidéo.